S'il y a bien un type de personnage que les gens adorent dans les récits, et surtout un type de personnage qui est central dans ces derniers, c'est la figure de l'antagoniste. Mais avant toute chose, on va faire un petit cours d'étymologie, parce que je vais parler d'une catégorie d'antagonistes bien particulière. Antagoniste, c'est un mot grec. Félicitations, par essence, vous le savez sans doute, le préfixe anti indique une opposition. Logique, en grec, ça veut dire face. Et le reste du mot agon désigne une forme de compétition. Littéralement, l'antagoniste, c'est celui qui s'oppose dans la compétition. Déformé avec le temps, celui qui s'oppose naturellement au protagoniste. Et nous sommes tous d'accord qu'à aucun moment, dans cette définition, il n'est sous-entendu que l'antagoniste est une mauvaise personne. C'est seulement un opposé. Si on veut un exemple un peu plus marquant, le muscle du triceps sert à pousser, et donc son muscle antagoniste, c'est le biceps qui sert à acter. Pourquoi je fais cette précision? Parce que si on prend le mot méchant par exemple, il vient de la racine latine mal et du verbe cadere, donc tomber. Littéralement, le méchant, c'est un mec qui tombe vers le mal. À l'époque, ça voulait dire malchanceux, mais voyez-vous, les langues évoluent et donc malchance est un mot qui a une définition différente que, par exemple, malheur ou quelqu'un qui est mal intentionné. Ça reste négatif, mais ça veut pas dire exactement la même chose. Si vous préférez, vous avez le terme ennemi qui part de la racine de ami, et on a rajouté le préfixe privatif in devant, littéralement ennemi, quelqu'un qui est l'inverse de votre ami. Comprenez donc bien qu'un antagoniste et un ennemi ou un méchant, c'est pas nécessairement la même chose. L'important avec le fait de préciser tout ça, c'est qu'on comprenne bien qu'un antagoniste n'est pas forcément méchant. C'est surtout une histoire de point de vue. Si vous suivez l'Odyssée d'Homère, Ulysse est protagoniste et Énée est antagoniste. Si vous suivez l'Énéide de Virgile, Énée est protagoniste et Ulysse est antagoniste. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, on va pas à proprement parler d'antagonistes en fait, on va surtout parler de méchants, de personnes qui sont tombées dans le mal et dans le vice, voire de personnages qui vivent pour ça. Et donc j'en viens à la question simple qui est la question principale de la vidéo, qu'est-ce qui fait un bon méchant? Dans une industrie de divertissement où on vous fait majoritairement suivre des personnages qui sont moralement bons, l'antagoniste est par essence très souvent le méchant. Alors, autant le dire, si c'est l'ennemi principal de votre personnage, rater l'antagoniste, c'est rater une énorme partie de votre récit et de votre histoire. Ou en tout cas, de son univers. Littéralement, c'est prendre une pièce, il y a un côté qui est impeccable, qui est super beau et joli, et l'autre qui est arraché, qui est dégueulasse, et bon bah voilà, basiquement, ça fait que votre pièce dans la globalité, elle est moins belle. Donc pour cette raison, en général, on essaie d'apporter quand même un peu de soin à l'antagoniste. Parfois, on fait en sorte qu'il soit l'exact opposé du personnage, moralement et physiquement parlant, genre Barbe Noire dans One Piece. Parfois, c'est un personnage qui a de gros liens avec le protagoniste, mais qui choisit une solution et des méthodes différentes, et donc naturellement, qui va s'opposer à lui. Littéralement, on se ressemble, mais on a quand même des grosses divergences d'opinion. Et maintenant, je vous pose à nouveau la question, comment vous faites pour réussir ça? Comment vous faites en sorte que cet ennemi soit un bon personnage? Et à mes yeux, ces derniers temps, les gens se focalisent sur un point particulier au point d'en délaisser les autres. Ce point, il est très simple, c'est que les gens se focalisent beaucoup trop sur ce qu'ils appellent à tort l'écriture du personnage. J'utilise ce terme, mais c'est pas vraiment ça. En réalité, l'écriture d'un personnage, c'est beaucoup plus large, mais on va y revenir. En fait, quand les gens parlent de l'écriture, ils parlent du flashback et du background du personnage. Et pourtant, vous vous êtes jamais posé la question de pourquoi les méchants de shonen dont on parle le plus souvent et qu'on adule le plus souvent, c'est des mecs comme Dio ou Freezer? Alors que, techniquement, ils ont pas vraiment de flashback, en tout cas ils ont pas de flashback très travaillé, c'est pas le centre du personnage. Et ben c'est simple, et je vais faire grincer les dents, pour un méchant, le flashback, c'est pas central. Pour un méchant, le flashback, c'est un bonus. Vous trouvez ça absurde parce que vous adorez quand un méchant a de bonnes raisons de l'être, et c'est vrai que c'est cool, mais bon. Imaginez que demain je vous présente Patate Man, c'est une pomme de terre qui veut se venger des humains parce que sa famille a été réduite en purée. Le flashback, il est triste, mais le méchant, là on s'en fout de lui. Peut-être à tout hasard, parce que le truc qui fait qu'on s'intéresse à un méchant au début, mais c'est pas son histoire. Le truc qui fait qu'on s'intéresse à un méchant au début, c'est ses actions et ses caractéristiques. Freezer, si tout le monde s'en souvient, c'est parce qu'il est horrible. Freezer, on t'en parle pendant tout l'arc, il a détruit la planète du protagoniste, il veut en détruire une autre, il est prêt à tout pour être immortel, il est arrogant, vicieux, fourbe, déloyal et cruel. Et c'est ça qui fait que tu t'intéresses à Freezer. Son flashback. Le truc qui fait qu'on s'intéresse à un méchant au final, c'est pas tant pourquoi il est comme ça, c'est ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire, et surtout ce qu'il menace de faire. C'est ça et sa caractérisation. La caractérisation, c'est ce qui fait qu'un personnage est reconnaissable, et des personnages comme Dio ou Freezer, vous les reconnaissez très bien. Donc si vous couplez une apparence qui tape directement avec des actions qui tapent tout autant, vous réussissez votre pari.
le lecteur va au moins s'intéresser un petit peu à votre méchant. Et si vous voulez un exemple un petit peu plus simple de pourquoi, à mes yeux, c'est totalement absurde de s'intéresser quasiment exclusivement au flashback ou au background d'un méchant, c'est pour une raison assez simple. C'est parce que j'ai l'impression que les gens veulent toujours qu'on leur serve un petit peu la même soupe. Vous lirez en permanence que les gens veulent des personnages méchants, qu'ils aiment les personnages méchants, mais que, ce qu'ils veulent, c'est que le personnage ait des bonnes raisons qui le poussent à être méchant. Ça, ou alors il est méchant par circonstance. Dans les idées, c'est louable, dans les actes, ça l'est pas. Et ça, déjà, en soi, c'est pas un personnage méchant, mais un utilitariste ou un machiavélique. Mais passons. La réalité, c'est que les gens veulent un personnage méchant, mais uniquement quand le personnage méchant n'est pas totalement méchant ou ne l'est pas vraiment. Vous aimez les personnages méchants quand ils sont pas méchants. Pour vous, il faut absolument une raison qui pousse le personnage à être comme ça. Je vais prendre votre logique et l'inverser. Je pense que ça vous fera un petit peu mieux comprendre le problème. Quand vous suivez le protagoniste qui, forcément, il est gentil, vous demandez une explication quant au fait qu'il est gentil? Vous demandez un raisonnement profond et une histoire qui pousse le personnage à être gentil? Bah non, il est gentil. L'œuvre vous le dit, donc pas besoin de chercher plus loin. En fait, on accepte très souvent que le protagoniste est une bonne personne, que c'est quelqu'un de gentil. Ce qui, au passage, je trouve ça un petit peu trop facile. Mais d'un autre côté, qu'un personnage soit juste méchant, ça passe pas. Et pourtant, on devrait plus s'indigner de voir en permanence des personnages pleinement gentils et altruistes sans aucune forme de nuance ou d'explication, que de voir des personnages moralement plus gris ou des méchants, et des personnes même cruelles, sans réelle explication. Littéralement, le personnage gentil, il est en train de mourir de faim, mais il va quand même donner son repas à un miséreux, et bah vas-y, tout le monde accepte. C'est pas... il est comme ça, c'est tout. Mais le personnage qui moralement est un peu plus gris et qui va garder son repas parce qu'il veut pas mourir de faim, lui, il faut une explication logique. Le souci avec tout ça, c'est que la logique narrative des personnages dits méchants, vos fameux antagonistes, c'est qu'elle repose essentiellement sur un truc trop simple. Le pathos. On reprend l'art de la rhétorique, c'est divisé en 3 parties. Ethos, pathos, logos. L'ethos, c'est la forme, donc ce que je pouvais dire plus tard avec les actions et la caractérisation. Donc littéralement, le premier truc qu'on voit, l'apparence du méchant, même la réputation, en bref, que le méchant vous montre. Le pathos, qui est l'émotion, souvent ça on vous le fait avec le flashback, et on sert très souvent la même tambouille du méchant qu'il l'est parce que il est triste, ou je sais pas trop quoi, la vie elle est dure et injuste. Déjà je trouve ça très simpliste, et même globalement assez faux, et j'en ai un petit peu marre de le voir partout. Et enfin, vous avez le logos, aka le message et sa logique. Basiquement, on va vous dire, le méchant vit dans un pays pauvre, des gens meurent de faim, et il est prêt à tout pour que les gens arrêtent de mourir de faim, quitte à être violent, et le protagoniste qui, lui, n'a jamais connu ce genre de misère, va arriver et lui dire « Oh, dis donc, traquer les responsables et les faire payer, c'est très très mal, tu es presque aussi méchant qu'eux. » Je déteste cette morale. Désolé, ça se voit, je déteste cette morale, mais de tout mon cœur. Et déjà, pour cette morale, je vous renvoie à la vidéo de Bolchegeek sur le syndrome Magneto, mais plus sincèrement, on va toujours appuyer sur le pathos à fond. Le flashback sera toujours tire-larme et mièvre, parce que les gens veulent très souvent une raison affective qui pousse le méchant à l'être. Si la raison est perçue comme matérielle ou superficielle, ça sera considéré comme un mauvais méchant. Alors que, non, à mes yeux, c'est même plus intéressant en fait. Combien de personnes sont capables de faire les pires atrocités pour un peu d'argent ? De l'argent dont souvent ils ont même pas vraiment besoin en fait. Cette idée d'un pathos et d'une histoire forcément triste pour un méchant ou d'un logos qui le pousse à être méchant pour une plus grande cause, elle est sympa, mais au final c'est un peu réducteur et ça enferme un petit peu les possibilités de faire d'autres méchants. Et je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit plus tôt sur l'écriture globale. Depuis le temps, vous le savez, cette chaîne adore faire des foreshadowing dans les vidéos. Les gens n'aiment pas l'écriture des antagonistes, enfin de ce qu'ils appellent les antagonistes. Ils adorent les ressentis de ces derniers, les twists mentaux, pas leur construction. Parce que l'écriture, ça englobe bien plus que seulement le flashback ou le développement. Ça englobe la caractérisation, ça englobe les motivations du personnage, ses actions, son rapport aux autres, en bref, pas seulement qui il a été, mais bien ce qu'il est actuellement. À mes yeux, on enferme un petit peu trop le méchant dans ces mêmes schémas. Soit il est prisonnier des chaînes de son passé, soit il imagine un futur hypothétique où il est prêt à absolument toutes les atrocités pour y parvenir, mais au final, on s'intéresse jamais concrètement au plus important dans l'histoire, le présent. Un méchant peut avoir des motivations ou un passé triste s'il reste dans son coin à ne rien faire, s'il a aucune pression sur les personnages ou sur le récit et le monde en général, s'il est aucunement menaçant, c'est un plot et il sera pas intéressant, il réduira les enjeux de votre récit et de facto, il va réduire la qualité du récit. Et ce, même s'il a un passé triste. La plus grande réussite d'Akaza dans Demon Slayer, c'est pas le fait qu'il a un flashback triste, c'est le fait qu'il tue un des personnages les plus puissants et importants au début de l'œuvre.
C'est ça qui fait qu'il était marquant. En tout cas, qu'il l'était à mes yeux. Pour moi, ce qui fait comprendre qu'un méchant l'est, et surtout, ce qui nous fait réaliser la dangerosité, c'est déjà son rapport avec ses hommes de main. Sa domination, la fascination que ces hommes de main et ses sbires ont envers lui, leur loyauté presque sacrificielle, les extrêmes que le méchant est prêt à utiliser pour intimider le héros ou le gêner. C'est ça qui est important. C'est cette démesure qui fait qu'un méchant est terrifiant et surtout marquant. C'est pas tant qu'il commet des actes violents. Le truc qui le rend flippant et fort, c'est les raisons pour lesquelles il a des actes violents. C'est cette démesure qui rend un méchant vraiment terrifiant. C'est pas le fait qu'il est violent, mais bien le fait qu'il est violent pour des raisons dérisoires et égoïstes. C'est ce qu'il est prêt à faire pour rien du tout. Regardez Dio, le nombre de morts, à quel point il est prêt à flinguer une famille sur des siècles entiers par une simple rancune de gosse. Ça fait aucun sens. Mais le personnage a un charisme, il est puissant, il est déterminé. Pour une raison aussi puérile qu'un caprice du genre, on est prêt à trouver ça crédible en fait. Ce qui fait que le méchant fonctionne, c'est que sa balance morale, elle est flinguée. C'est pas juste « je suis triste, donc je suis méchant ». Et ça, c'est sans entrer sur l'endoctrinement, le développement même de la pensée humaine et de ses biais, parce que ça, c'est aussi un passage super intéressant et un truc qui est pas vraiment utilisé, malheureusement. Littéralement, le fait qu'un personnage se met à haïr les autres et soit un méchant pour des raisons idéologiques, parce que c'est de l'endoctrinement et ça devient destructeur pour tout le monde. Si vous avez lu Kingdom et SNK, normalement vous avez compris que c'est un peu l'intérêt, vous savez sans doute de quoi je parle. Par exemple, pour moi, Floch, ou je sais pas son prénom là dans SNK, c'était une bonne idée. C'était l'exemple parfait du sbire qui est devenu méchant et terrifiant pour une raison d'endoctrinement pur et dur. Ça, on pourrait en débattre encore plus longtemps, et on le fera peut-être un jour, mais c'est tout pour l'instant. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.